matin, bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue à ce 61e épisode des Sommeliers de la lutte. Ici Max Perriard qui est en compagnie du Nouveau-Brunswick. Ouais, oui, je te le donne. Okay. Néo-Brunswickois. Néo-Brunswickois, Pierre Gastonguay, comment ça va Pierre? Ça va bien, ça va, je suis au Nouveau-Brunswick, je suis chez ma mère, fait que si vous avez écouté nos épisodes ou regardé nos épisodes du temps des fêtes, c'est le même setup, puis en plus, j'ai oublié mon micro, fait que si le son sonne différent, c'est un peu aussi ça, là, c'est de l'année mais là je m'enregistre sur mon téléphone pour avoir une belle track de son, fait que bonne chance à tous les auditeurs. On va voir si c'est un bon téléphone. Il est neuf. Je l'ai acheté il y a un mois. Là. Il est nouveau. Il sent encore le char neuf. Là, parce que j'ai aussi un char neuf. Fait que j'ai oublié dedans. Fait que là, mon téléphone sent le char neuf. En tout cas, grosse histoire. Je suis au Nouveau-Brunswick parce que je donne un spectacle ce soir. En fait, là, on enregistre. On est le jeudi. Jeudi le 27. Et je donne un spectacle ce soir. Et ensuite, je retourne samedi à Québec pour donner 2 spectacles dans la même soirée. Des spectacles que j'aimerais hâte de donner. C'est des spectacles à thématique. Donc, un qui est à 6h à la Ninkasi à Québec, spécial Star Wars. Et ensuite, à 8h, un spécial Harry Potter. Tout ça la même soirée. 2 spectacles, 2 textes que j'ai jamais faits. Des gags que j'ai jamais vraiment fait ailleurs. Fait que soirée thématique pour les geeks, les nerds de science-fiction. Fait que, belle grosse fin de semaine sur la route, ça a donné des spectacles, fait que je suis bien content. Et écouter de la lutte, puis enregistrer un podcast. Puis ça bouge beaucoup, puis ça bouge de ton bord aussi. T'as un nouveau décor, un nouveau setup. Un nouveau décor qui est pas prêt, qui est pas prêt encore, vous remarquerez par beaucoup d'affaires qui traînent. Mais ça va ressembler à ça pour les prochains, fait que j'ai déménagé, enfin, fait que là on n'aura plus mon background rempli de boîtes. Un background dans les prochains épisodes un peu plus clean, un peu plus léché. Fait qu'on va voir une évolution au cours des semaines, là, tout ça, l'évolution de ton sous-sol studio. Là. Exact. On va voir encore peut-être 2-3 épisodes là, que ça sera pas tout top-notch, mais après, on va voir, ça devrait être placé, mais c'est ça. Là, vous avez le bon côté de la caméra, parce que l'autre côté de la caméra, c'est le bordel. Tout est tassé pour juste faire rentrer de la lumière puis une caméra. Fait que ça ressemble. Puis c'est ça. L'autre côté de la porte également, on est juste dans un labyrinthe de boîtes présentement. Oui. Mais c'est plus grand, c'est plus le fun, c'est quand même très plaisant. Puis là, tu sais, comme quand tu déménages, là, t'es comme. Tu l'as visité un peu, là. Tu sais, ton nouvel appartement, ta nouvelle maison. Mais tu sais, il n'y a rien comme une première journée dedans pour comme tout voir ce qui marche moins puis ce qui marche bien. Ouais. Fait que il y a des hauts, des bas. On a eu, comme là, mettons, ma douche, quand même assez bon le highlight. Je pense que ça va être ma pièce préférée. La douche. Bien, wow. Moi, c'est comme c'est vraiment mon privilège de personne qui vit dans un pays riche préféré, moi. C'est une douche d'eau chaude, là. Je suis d'accord. C'est l'eau en difficile à général, battre. là, je te dirais, là, c'est dur à battre. L'eau en général, mais tu sais, de l'eau potable chaude, c'est... Il n'y a pas grand monde sur la planète qui ont ça. On s'excuse si vous écoutez, il y a des endroits qui n'ont pas ça. Mais ça, c'est pas mal mon privilège de personne qui est chanceuse de vivre au Canada que ça. Et on est justement la journée du Canada aujourd'hui. Oui. Fait que si vous nous écoutez au Canada, bonne journée du Canada. Bonne Puis fête. pour les autres, c'est ça. C'est le 1er juillet qu'on a décidé que ça allait être. Un peu une date arbitraire, hein, parce que le Canada, c'est comme un peu fait donner genre sa libération, contrairement à beaucoup de pays qui ont dû se battre contre l'Angleterre. Nous, on a juste fait comme vous êtes gentils, on veut comme rester des chums, vu que les États-Unis, eux, ils nous aiment plus beaucoup, fait que soyez un pays. Fait que ça fait un petit peu plus que 150 ans qu'on a un pays. Fait pas très si jeune longtemps comme que pays. ça. Très jeune, très jeune. Donc, mais ça fait beaucoup plus longtemps que ça que des gens de l'Occident ici, au moins un bon 400 ans. Mais pays quand même très tôt. On était longtemps sur une colonie. Au début de la France, ensuite de l'Angleterre. Les Québécois, Québécoises qui nous écoutent, c'est la fête, la journée nationale du déménagement. Donc, Max, tu t'es plus tôt. T'es bright. Sinon, il y a plein de gens qui déménagent cette journée-là. Complètement. Ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher quand tu déménages le premier en tant que tel. Là, vous êtes le premier. Mais moi, on peut l'enregistrer un petit peu d'avance. Enregistrer et déménager un peu d'avance. Fait que ça va ça, ma vie. Fait que la lutte, c'est ça. J'ai regardé par bride, mais plus des highlights. Mais quand même des trucs que j'ai bien appréciés.
Mais c'est la première fois depuis qu'on fait les épisodes que je n'ai pas regardé 100% de tout ce qui se fait en lutte. Fait que j'ai quand même suivi, grosso modo. C'est une bonne semaine de lutte. T'as manqué une bonne. T'as pas manqué, là, parce que tu l'as pas manqué tel, là, mais. Et j'ai juste de réécouter des trucs. Fait que justement, cette semaine, l'épisode va être pertinent pour que je puisse me réécouter, réécouter, puis faire OK, c'est bon, ça, faut que j'aille écouter ça, tout ça. Parfait. Parce que c'est ça, tu sais, pas de télé, pas rien pendant le bout de déménagement un peu bizarre. C'est top. La télé installée. Fait que, tu sais, c'est sur YouTube, puis j'écoute les highlights qui me sortent, mais c'est pas les matchs complets. Donc, ça ressemble à ça. Puis vous, sinon, public, on a quand même eu des nouvelles personnes qui nous ont écrit. Oui. D'abord, on a Alexandre Desbiendras. Je pense que c'est bien ça. Desbiendras. Qui nous dit je trouve que Seth Rollins et Edge ont bien réussi aussi dans les deux rôles. Donc, ça fait. C'est un retour sur la chronique où on disait qui est un heel et qui joue également un bon face. Fait un bon heel, un bon face. Seth Rollins, quand même d'accord. Je suis quand même d'accord. Seth Rollins. C'est vrai qu'il est très efficace dans les deux rôles. Ça fait longtemps qu'on l'a pas eu comme un. Non, c'était pas si longtemps que ça. C'était pendant sa période où il haïssait Rey Mysterio. Ouais, c'est ça. Il était le Messie. Ouais. C'est la dernière fois qu'il était heel. Mais on dirait qu'en ce moment, ça fonctionne mieux. Gentil. Surtout avec la chanson puis l'aura qu'il y a, Seth Rollins. Et du côté Edge, ça, je suis un peu moins d'accord. Moi, je trouve Edge est beaucoup plus efficace en heel. Fait 2 fois que son nom ressort, par exemple. Fait que peut-être. 2 fois. Ça doit être l'histoire récente. Ben, c'est vrai. C'est l'histoire récente. Moi, on dirait, vu que j'ai connu un Edge à son apogée, début des années 2000 jusqu'à début 2010, qui n'a que été heel pendant toute cette période-là. Ben, c'est ça. Très longue. On dirait que pour moi, Edge égale heel automatiquement, mais c'est vrai que depuis son retour, il joue des deux côtés. Okay. Mais effectivement, vous avez raison aussi. Écoute, quand ça fait plus qu'une fois qu'on se fait remettre à notre place, on fait OK, parfait, on va essayer de faire une rétrospection de moi-même. Par exemple, il y a Jonathan qui nous dit très bonne vidéo, merci, qui est face, qui est heel, et qui nous demande Rhea Ripley se trouverait où dans cette catégorie. Puis je trouve que c'est quand même un bon choix. Rhea Ripley. Un bon choix, et c'est très jeune cependant. Fait que là, on dirait, moi, un peu, tu sais, on dirait, j'aimerais qu'on ait cimenté vraiment les deux positions clairement. C'est ça. Du côté de Rhea, tu sais, c'est un peu aussi le même personnage qu'on a vu, mais que c'est comme transformé en quelqu'un de cool. Fait que j'aimerais avoir un peu plus d'années, un peu plus de données avec Rhea pour voir si elle excelle effectivement dans les deux rôles, parce que vraiment c'est plus un changement d'attitude du public qu'un vrai. Clairement un heel turn ou clairement un face turn. Un jeu très clair, sauf que je suis certain qu'avec encore un peu plus d'expérience, tu serais capable de très bien jouer dans les deux. Rhea qui est très complète, là, all around, peu importe ce qu'elle fait. Fait que merci Jonathan aussi pour ça, pour le commentaire, puis pour la suggestion de Rhea Ripley. Mais effectivement, encore un peu jeune, quoique MJF a à peu près la même âge et le fait très bien, donc rendu là, peut-être juste un manque d'exposure ou d'un manque d'expérience, tout simplement. Que merci pour les commentaires, c'est très pertinent. Et n'hésitez pas à faire des commentaires. Cette fenêtre va vous rappeler de liker la vidéo. Fait que si jamais, jusqu'ici, vous êtes peut-être, c'est déjà bon, cet épisode-là, allez le liker, ça aide les algorithmes, ça nous aide. Déjà bon. Et commentez. Un de nos meilleurs épisodes. Un de nos meilleurs. Et ben c'est ça, nous on va commencer ça avec notre retour sur la semaine du 17 au 24 juin. Donc d'abord, avant d'aller dans le nœud du sujet de cette semaine, on va y aller avec ta chronique. Qui le fait mieux, Pierre? Cette semaine, qui le fait mieux? J'ai pas été aigu parce que ça me tentait pas aujourd'hui. Je l'ai découpé. Qui le fait mieux? Une gimmick que je vais faire pour du côté masculin et du côté féminin. J'aime beaucoup ça quand on a beaucoup de choix comme ça, on est capable de faire des deux côtés. La gimmick qui fait peur, donc qui le fait mieux dans une gimmick qui est supposée faire peur? Undertaker, The Fiend ou Uncle Howdy. Donc, d'après toi, qui le fait mieux? Ouais. Uncle Howdy, écoute, on est au début, hein. Fait que ça, c'est on dirait que je peux pas l'ajouter au même niveau que les deux autres. Je comprends. Écoute, si mon chien devait répondre à cette question, ce serait The Fiend, Bray Wyatt. Parce que, je sais, mon chien, là, il le comprenait que Bray Wyatt était un méchant, même quand il était à l'intérieur de son Firefly Funhouse. À chaque fois que la musique du Firefly Funhouse partait, Brock j'écoutais Raw,
mon chien Brock Lesnar partait débile, se mettait à japper après la télé. Il détestait Bray Wyatt. Et bizarrement, mon chien est quand même un fan de lutte, là, parce que quand on l'écoute, il vient s'installer puis il l'écoute lui aussi. Là. C'est un peu bizarre. Mon chien est vraiment comme très spécial là, sur plusieurs points de vue. mais The Fiend, Bray Wyatt, il le détestait vraiment beaucoup. Je sais pas si c'était le côté fake puis jeu puis je sais pas. Qu'est-ce qu'il faisait qu'il comme comprenait tout de suite que c'était un méchant. Mais moi, je pense que je vais y aller de mon côté, du côté d'Undertaker. Pour l'époque, c'était une période où c'était... comment dire, j'étais plus jeune aussi, là, fait que moi, Undertaker, c'était genre mon méchant quand j'écoutais la lutte plus jeune. Fait que les trucs qui m'ont fait le plus peur d'Undertaker, les Bury Alive matchs, j'étais à chaque fois, je comprenais qu'il y avait probablement un truc de magie derrière, assurément un truc de magie. Mais je trouvais ça quand même violent d'enterrer quelqu'un vivant, puis tout ça, puis que le match se termine, puis tout le monde est comme Yes sir, on a enterré quelqu'un vivant. Ensuite, toute la gimmick un peu là, de cercueil, tout ça. Je trouvais qu'il y avait un aura quand même, quelque chose d'Undertaker. Fait que je vais répondre à Undertaker, moi, de mon côté. Ouais, ça, tu allais chercher vraiment une fibre que t'as connue quand t'étais plus jeune. La fibre nostalgique, là. C'est ça, exactement. Ben, tu sais, pour le prendre au mot, là, qui est supposé le faire peur, je vais aller avec The Fiend, justement, pour le masque, pour le côté complètement fou, les deux aspects, côté plus humain, côté plus monstrueux. Je vais aller avec The Fiend, juste pour... ce côté-là, c'est un côté, mon Undertaker, dans ses débuts, où justement il est supposé vraiment faire peur avec cet aspect-là. Je l'ai moins connu, donc pour moi, ça va être The Fiend. Mais vous, à la maison, qui nous écoutez, qui nous regardez, dites-nous, si même, peut-être pour vous, c'est Kane qui faisait plus peur. Peut-être que c'était Zack Ryder. On sait pas, d'après vous, qui le faisait. Le Boogeyman! Le Boogeyman, là. Ouais, il était plus dégueulasse qu'épeurant, là. Mais je pense The Fiend, Bray Wyatt, ça rentre bien. Ça rentre bien. Si j'avais grandi avec ça, j'aurais eu peur. J'aurais eu peur à plusieurs moments. Genre, même j'aurais peut-être fait, hey, ça me tente pas de l'écouter, ce segment-là, où le monsieur, il me raconte des choses que je comprends pas. Craque un coup dans le ring, puis... c'est ça. Ouais. Dites-nous-les. Et on enchaîne ça avec le retour sur la semaine. Donc, on commence avec justement vos petits liens avec le retour du Raw du 17 juin. C'était l'arrivée de la Wyatt Six qu'on a attendu tout le long du Raw. On a ouvert le Raw avec l'espèce d'image là, qui vient glitcher un peu en voulant dire oh, Wyatt Six s'en vient. Est-ce qu'on allait commencer avec ça? Non, comme tout segment classique à WWE qu'on va nous marteler, on va le laisser au dernier moment de l'épisode. Parce qu'on veut que tout le monde écoute tout l'épisode avant de nous donner notre bonbon, notre carotte. Fait que c'est ce qu'ils ont fait. On fera pas un long retour parce qu'on a déjà fait un lors de l'épisode dernier du 24 juin avec Pat Laprade. Donc, mais somme toute, il a quand même réitéré puis qu'on est dans ce retour-là. Moi, j'ai bien aimé ça. J'ai trouvé que c'était bien fait. Oui. Et il y a eu quelques petits... Pas eu assez, selon moi, mais des petites allusions au niveau, surtout scénaristique, et du texte qui a été nommé dans l'épisode. Oui, c'est vrai. À deux, trois moments, on a eu des gens qui parlaient qu'ils étaient rien, ils étaient tout. Qui était une ligne un peu que Bray et que Uncle Howdy, surtout, disaient souvent. Fait que ça m'a comme marqué. Il y a différentes personnes, là, mais c'est plus... il y a Chad Gable qui clairement a été ciblé, là, on l'a vu, mais il y a Liv Morgan à un moment donné qui a dit une phrase, qui a dit... face à Dominic, il était comme, vous pensez que je suis rien face à lui, mais vous vous trompez, je suis tout pour lui. C'est ça. Fait que des petites allusions, parce que maintenant c'est des gens qui vont être ciblés dans le futur par la Wyatt Six. Exact. Reste à voir. Et j'ai reculé un petit peu juste pour le fun, là, fait que j'y vais de ma prédiction de sommelier. Si on se fie au passé, les personnes qui ont été marquantes dans l'univers de Bo Dallas ont été R-Truth. R-Truth qui est la première défaite de Bo Dallas. OK. Il était sur une série de victoires de 14 et Bo. C'est ça. 14 and Bo. Et le premier qui a fait 1, c'était R-Truth. Et bizarrement, il a fait partie du Miz Tourage de M. Miz. Est-ce que l'équipe R-Truth et Miz forme sera ciblée, parce qu'on sait qu'on les a enlevés dernière semaine du title picture. C'est vrai. On va revenir dans l'épisode du 24. Mais
J'avais pas vu ça. Serait genre ma prédiction. Si on regarde du passé, c'est comme 2 bons fits qui fait qu'on pourrait se venger de ces gens-là. Mais présentement, on s'enligne pas vers ces gens-là. Mais je me dis peut-être dans un futur plus ou moins rapproché. Mais il y a beaucoup d'histoires avec beaucoup de monde pour être capable là, de faire un bon bout de chemin là, pour la prochaine année à cibler différentes personnes. Là. Ouais. Puis surtout que, tu sais, ils ont beau été, puis toute l'entièreté du clan a quand même été dans le low card toute la carrière. Et il y a certaines personnes du low card qui sont peut-être rendues mid card, un peu plus rarement dans le main event. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, R-Truth et Miz sont un bon exemple de gens qui étaient très low card, qui pouvaient se prendre contre Beau et ces gens-là, et qui sont rendus un peu mid card, rendus à leur stade de la carrière. Fait que ça va être drôle, dites-nous si vous avez aimé ça du Wyatt Six. Sinon, pour l'épisode en tant que tel, ouverture de Raw avec un retour. Fait que tu sais, ils nous ont teasé, mais ils nous ont quand même donné une petite carotte, mais une carotte surprenante, celle qu'on n'attendait pas. Le retour de Seth Rollins, tout peu. J'étais content. Ça? J'étais content. Je savais pas à ce moment-là que je m'ennuyais de Seth Rollins dans ma télé. Ouais. J'étais vraiment les gros pop, il était content d'être là. Il prend le micro, puis il accueille tout le monde, welcome to Monday Night Rollins, et nous dit qu'il est revenu, il est en forme, et qu'il est revenu parce qu'il veut être le meilleur au monde, tout simplement. Facile de même. C'est si simple et si facile être le meilleur au monde. Là. Fait que, il est vraiment over. Nous parle qu'il est content d'être là, accueille tout le monde. Et c'est Damien Priest qui vient l'interrompre, le champion, qui lui dit, Damien, qu'il aurait aimé ça cacher in sur Seth Rollins, parce qu'il respecte beaucoup comparé à Drew, j'imagine, mais que il a pas pu, il a fallu qu'il cache in sur Drew pour être capable d'avoir la ceinture. Damien aussi qui en profite pour lui dire, tu m'as donné mon title shot, une opportunité quand toi t'étais champion, mais que tu m'as battu, j'ai pas réussi à te battre, fait que je te retourne l'appareil, je t'offre donc une opportunité à Money in the Bank pour pouvoir essayer de gagner, mais maintenant j'ai de l'expérience, maintenant je suis rendu bon. 4 mois plus tard, là. Mais El Campeon. Je trouve que ça fit super bien. Il n'y a pas eu ce retour-là. Je trouve ça un peu précipité de non. La façon qu'il nous raconte, il retourne dans le passé pour nous raconter cette histoire-là. Puis je pense que ça peut donner un très très bon match. Je pense que c'est pour ça qu'on le fait là. Ça fonctionne un peu précipité, mais je trouve que ça fit. Ça va nous donner un très bon match. Puis est-ce qu'on va... À ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Est-ce qu'on redonne la ceinture à Rollins parce que c'est le meilleur champion avec cette ceinture-là? Ou on donne la ceinture à Rollins pour un cash-in de quelqu'un qui va venir cash-in tout de suite sur Rollins pour répéter un peu l'histoire qu'on a vue à WrestleMania? Ouais. J'ai bien hâte de voir. Il y a beaucoup d'avenues, il y a beaucoup de finalités qui peuvent arriver dans ce feud-là. Ou El Campeon qui garde la ceinture, on a de l'air à tenir quand même à la streak ou au championnat. Ouais. Ben, on est bientôt à la fin de ce segment d'année que moi j'appelle entre Mania et SummerSlam, c'est la période test. Ouais. Et s'il y a si on a à rediriger le tir, de l'habitude c'est à Money in the Bank que ça se fait. C'est ça. Moi, avec mes nombreuses années de regarder la lutte, je trouve que ça n'a pas tant enlevé, Damien. Je crois qu'on va vouloir rediriger ça vers d'autres choses parce que c'est encore une fois, là, tu sais, il heal clairement, mais il est très tweener de la manière qu'il offre son opportunité à Seth. C'est ça. Moi, je trouve que ça manque un petit peu de clarté, le clan au complet. Puis, il a également ajouté qu'il voulait... Est-ce que c'est à celui-là ou c'est à l'autre? Je sais plus. Peut-être que je mélange les deux soirées, mais non, je pense que c'est à l'autre. Qui ajoute la nouvelle stipulation que ça ne sera pas seulement pour la ceinture, ce match. Ce sera aussi pour le clan Judgment Day. Est-ce que Damien reste dans le clan Judgment Day ou pas? C'est dans l'autre, oui, c'est dans l'autre. C'est dans l'autre, parfait. Ouais. Mais tu sais, ça, c'est tout, c'est une stipulation qui est comme où ça amène un gros changement possible de personnage. Complètement. À voir où ça s'en va. Donc, mais ouais, moi j'ai bien aimé ça. Moi, Seth Rollins, un des lutteurs préférés, très complet. Donc, content de le revoir dans ma télévision. Ensuite, on a eu enfin le payoff. C'était quand même, moi, te dire, c'était un excellent Raw. Vraiment un très bon Raw. C'était très bon, très très bon. Puis... Très très bon comme Raw, là. J'ai préféré ce Raw-là au Raw après WrestleMania. Non, après WrestleMania. Oui. À ce point-là. Oui, je suis d'accord. Je trouvais que c'était le début de plein d'affaires, le payoff de plein de trucs, des retours, tout ça. Et on a eu un gros payoff. Ça fait longtemps qu'on nous tease. Et c'est Otis qui a enfin tourné contre Chad Gable. Fait qu'on l'a pas fait au pay-per-view, on l'a fait au Raw qui suivait le pay-per-view. Comment t'as trouvé ça?
Moi, j'étais content que ça se fasse. J'étais content que finalement, on pull the trigger, comme on dit. Là, finalement, on se lance. Puis, j'ai trouvé. Ben, en fait, j'aurais aimé ça qu'on le fasse avant. J'ai trouvé ça un peu. Je trouve que ça s'est tiré un peu. Par contre, on voulait attendre vraiment à ce moment-là pour ce qui va se passer à la fin avec Chad Gable qui meurt, mais qui meurt pas, finalement. Fait que c'était le moment de le faire. Je trouve que ça a été bien fait. En fait, OK. J'étais content que ça se fasse, fait que j'ai eu un bon pop. Ça s'est fait un peu comme de la même façon que toutes les supposément turns allaient se faire affecter. C'est Chad qui crie après l'équipe, c'est Otis qui pogne les nerfs, mais qui finalement se retient, pogne pas les nerfs pour de vrai, retourne en arrière, continue à suivre Chad. Là, cette fois-là, il a juste dépassé la ligne, il a frappé Chad, et il a vraiment menacé, il a vraiment fait peur. Donc, il a traversé la ligne. Il s'est rendu de l'autre bord, puis il a vraiment envoyé chier Chad de cette façon-là. J'aurais aimé voir quelque chose d'un peu différent dans l'histoire qui est raconté de la façon qui tourne. Là, on a juste répété un peu ce qu'il a fait de ça, puis on a dépassé la ligne. J'ai eu un gros pop, là. Je suis vraiment content que ça se fasse. Mais peut-être il y aurait pu avoir une petite twist différente, mais pour l'émotion que j'ai vécue, puis pour le segment que ça donne, je suis très, 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 très content. Tout ça pour dire aussi qu'il y a eu l'accumulation là, en début de... Juste avant, en fait, le match de Chad contre Strowman, parce que c'est le match qu'il y avait avant que Otis tourne. Hein? Strowman est autour de Chad en ce moment. C'est ça, là. Il était autour de la Wyatt en ce moment. Exactement. Dans le passé. Est-ce qu'il y a un petit lien à faire ici? Je sais pas. Ben, c'est ça, exactement. Puis c'est Chad qui allait se plaindre à Pierce, puis qui traitait son équipe d'imbéciles, puis Pierce, c'est comme un peu comme il l'a fait à AJ Styles, en fait, comme non, faut que tu retournes en arrière de la ligne. L'autre GM avait fait avec AJ, ben Pierce aussi l'a fait avec Chad. Fait que au moins les GM, ils se tiennent, ils sont comme conséquents dans ce qu'ils disent. Fait que non, pour l'émotion, pour le pop, pour finalement que cette histoire-là avance, ben je suis vraiment, vraiment content. Et c'est conséquent à ce qu'on va voir à Raw de la semaine prochaine aussi. Fait que je suis bien, bien content. Petit spoiler, je pense que je l'ai pas marqué dans mes notes, je vais le dire tout de suite. Otis a utilisé sa vraie voix à Raw cette semaine, ou à Raw du 24, de la semaine passée plutôt, le 24 juin. Puis il peut être sérieux, il peut parler avec une bonne voix, puis bien s'exprimer, pas juste faire comme il faisait dans le temps, puis comme il le fait depuis là, qu'il est là. Puis j'ai vraiment, vraiment... Il y a eu un petit moment où on l'avait permis de se légitimer lorsqu'il a gagné la Money in the Bank, mais on a rapidement ramené à Otis niaiseux. Donc, hâte de voir ce qu'on va faire avec ça. Est-ce que Otis devient clairement le chef d'un nouveau clan? Ben, je pense que oui. Plus low card, apprécié, on va voir. Mais ça peut amener... En tout cas, la balle est dans le cas d'Otis. Il y a le ballon. Il y a le ballon. Il a déjà eu le ballon dans le passé. Il faut pas trop qu'il s'en fâche. Mais lui aussi, hein, c'est la période où on essaie des affaires est bonne d'habitude pour Otis. Parce qu'il y a un petit hit factor, je crois, que les gens en arrière voient. Les gens qui dirigent, les producteurs voient, on le voit nous aussi. Mais des fois, c'est comment tu es capable de concrétiser ça dans quelque chose de clair. C'est ça. À voir, mais la foule est derrière lui pour l'instant. Donc, j'espère le mieux pour lui. J'espère le mieux pour tout le monde. Donc, j'espère le mieux pour lui. Et ensuite, on a eu aussi un excellent match, très brawler là, entre Sheamus et Braun Breaker. Quand même un affrontement qui fonctionne dans le show. Sheamus, il y a quand même un bon style à avoir avec Braun Breaker. Là, c'est un match qui marche bien là, dans le ring. Moi, je trouve que c'est une belle façon de montrer que Breaker est complet et est capable de faire autre chose que juste se battre. Parce qu'il se battait contre Dragunov, se battait contre Ricochet. De le mettre contre Sheamus, qui est vraiment à l'opposé des deux personnes que je viens de nommer. C'est le fun de voir parce que Breaker a bien paru là-dedans, vend encore toujours bien. Il est capable de prendre l'adversité, il est capable de lutter autour de quelqu'un de plus gros ou de la même grosseur que lui, étant Sheamus. La fin un peu plate parce qu'il y a eu un no contest. Par contre, c'est le fun parce que pour le Raw du 24 juin, on va nous répéter un peu cette histoire-là, puis on fait avancer une histoire. Les matchs ne se rendent pas jusqu'au bout, mais l'histoire avance quand même. Fait que c'est Ludwig Kaiser qui est venu à intervenir et qui a mis fin
au match, donc qui est venu se venger de Sheamus qui sont en feud depuis peut-être une semaine ou deux. Et tout ça pour le segment où on a un angle de vue du dessus du ring et on voit Ludwig Kaiser qui court autour pour aller frapper Sheamus, mais Braun Breaker vient lui donner un spear. On en avait parlé avec Pat Laprade, justement. Fait que là, mais, on les voit courir autour du ring, c'est super, super belle prise de vue. Fait que juste pour ce petit bout-là, qui est visuellement extrêmement beau, ça vaut la peine d'aller voir ça. Mais le match aussi est très, très bon. Si vous aimez des matchs courts, violents, intenses, et avec des gros monsieur qui se frappent, ça vaut vraiment la peine. Breaker qui paraît toujours bien. J'ai bien aimé. Puis oui, un Raw très complet que j'ai aimé d'un bout à l'autre. Je pense que ça a été mon... en fait, je sais pas si ça a été mon épisode, mon gala de la semaine, parce que honnêtement, c'est de la bonne lutte depuis, il y a peut-être 3-4 semaines où c'était plus mollo. Je pense qu'on est en train de... On se rend... on est en train de frapper la trail pour se rendre vraiment dans les prochaines semaines, autant du côté d'All Elite que de Raw dans des gros pay-per-view qui s'en viennent. Fait que je suis bien content de voir ça. Ben heureux. Exact. Et on termine ça avec la belle arrivée de la Wyatt Sick, mais on sait le nom maintenant. Six. En tout cas, Sick. Ils sont malades. Ils sont malades, ils sont 6. Fait que... C'est sûr. Pour l'instant, ils sont pas 6 techniquement, ils sont 5 en ce moment. Avec l'aura de Bray, c'est avec ça. L'aura, il reste encore plein de questions à répondre qu'on n'aura peut-être pas les réponses avant longtemps. C'est ça. Mais tu sais, je pense que en ce moment, c'est un clin d'œil finalement au chiffre 6 qui a été mentionné, mais il n'y a pas... Le 6 revient présentement, et peut-être qu'on pourra grossir ce clan-là avec le temps, avec ramener du monde, je sais pas. Je sais pas. On a Alexa Bliss qui n'est pas là, on a Braun Strowman qui n'est pas là. Toute partie de ça. Il y a d'autres gens qui probablement sont fâchés de leur statut et qui voudraient peut-être intégrer ce clan. À voir ce qu'on va faire. Quand même très hâte. J'ai été revérifié parce que Pat m'a un peu challengé là-dessus la semaine dernière, mais c'est effectivement seulement Chad Gable qui a été attaqué. Puis mentionné Damien Priest, mais non, Damien Priest, quelqu'un il ressemblait, fait que peut-être c'est un clin d'œil. Peut-être. Ça, de genre quelqu'un qui ressemble. Parce qu'il y a eu qui ressemblait également à Braun Strowman, mais ce n'était pas Braun Strowman. Mais officiellement, ce n'est que Chad Gable qui était un lutteur. Tous les autres étaient des extras. Donc, mini addendum sur ça. Pour s'assurer qu'on est tous de plein côté. Puis, il n'aimait pas ça non plus. Pat, que ça c'était Brian. Damien Priest se fasse attaquer. Fait que tant mieux, il n'a pas été attaqué. Good. Lors de cette arrivée-là. Prochain spectacle, le Dynamite du 19 juin. Aïe. On a commencé avec on a commencé le show avec Ospreay contre Strickland ou c'était dans le milieu, je sais plus. Mon Dieu. Une excellente promo entre les deux, entre Ospreay et Strickland. Je pense que ça a commencé, c'est Strickland qui est rentré, qui a ouvert le show, si ma mémoire est bonne. Fait que, à l'intérieur de cet échange, on a Strickland qui a commencé à peser sur les bons pitons. Oui. À dire que la seule raison pour laquelle Ospreay gagne, c'est parce que la Callis Family. Et là, au Pelay que Ospreay, il l'a pas pris. Il a dit non. Et c'est vrai, effectivement. Don Callis n'intervient jamais. La Callis Family n'intervient vraiment jamais dans ces différents matchs. Il fait, non, c'est pas vrai, j'ai pas besoin d'eux autres. Mais qui regardait pas, qui écoutait pas ce segment en arrière? Il y avait la Callis Family. Et il avait l'air un peu insulté de la réponse de Will Ospreay. Et Don Callis était quand même correct. Quand c'est trop. Mais encore une fois, on allonge l'élastique un peu quand ça va péter, tout ça. Parce que là, c'est ça. Au moment, on est à... nous, on n'a pas encore vu le pay-per-view, même si vous écoutez l'épisode qu'on est après. Donc, nous, on l'a pas encore vu. Fait qu'on sait pas ce qui s'est passé à ce côté-là. Mais on a installé des choses. Fait qu'à voir s'il y aura le payoff du Forbidden Door. C'est une belle petite... C'est quand même... C'est pas la grosse construction, mais c'est le fun à voir. Ça hype bien deux amis qui aiment travailler ensemble. Ouais. Ben, c'est une des rares constructions autour du pay-per-view. Littéralement. J'ai bien aimé la ligne sur... oui. Dans le fond, il y avait une hit list. Will Ospreay qui voulait s'approcher, contrairement à Swerve que dans les dernières années, c'est pas une hit list qu'il y avait, c'était une hit row. Un petit clin d'œil à son équipe clan de NXT. Lorsque ça montait en haut, ça n'a pas fonctionné. Puis même Swerve n'a pas suivi ce clan-là. Il a décidé de quitter. Ben, en tout cas, il s'est fait montrer la porte, ou bref, il était peut-être pas content avec ce qu'on lui proposait. Donc, il a décidé de quitter. Fait qu'un petit jab, un petit couteau bas face
à Strickland. On sent que les deux s'aiment, là, pour s'envoyer des trucs comme ça. Ouais. Pour être personnel, il faut que tu sois proche, là, sinon ça fonctionne pas. T'es même AJ Styles, je reviens souvent à cette feud-là, mais AJ Styles et Samoa Joe, une feud que j'ai pas nécessairement aimée, mais qui ont été très personnelles, où Samoa Joe faisait juste dire Wendy, ce qui est la femme de AJ, mais il faut que les deux hommes se connaissent très bien, s'entendent très bien pour être capables de se rendre jusque-là. Fait que je pense que c'est un peu ce qu'on nous montre là, deux amis qui aiment travailler ensemble, et que ça fonctionne. Ensuite, d'autres promos. Il y a eu beaucoup de bonnes promos de ce temps-là. Mark Briscoe, qui, encore une fois, est juste incroyable avec O'Reilly à côté, qui l'écoute puis qui réagit à ce qu'il dit. Puis dit le mot du jour, aujourd'hui, c'est rédemption et vengeance. En fait, aujourd'hui, il y a 2 mots du jour. Il est tellement épais. Je sais pas si c'était écrit ou c'était improvisé, là, mais c'était super bon. Vraiment, vraiment épais. Puis après, il fait juste s'en aller. Puis là, t'as O'Reilly qui fait comme « Je suivrai cet homme n'importe où », puis qu'il le suit. Puis là, t'as Renee Young qui reste à côté de Cassidy, puis Cassidy qui est juste avant que ça coupe, qui est comme « C'est qui ces gens-là? » Ça m'a fait vraiment, vraiment rire, cette promo-là avec ces fous dans la tête, là, ces gars-là. Donc allez voir ça, Mark Briscoe qui a l'air vraiment content d'être là, puis heureux du travail qu'il fait. Donc ça vaut la peine d'aller voir. C'est pas qu'on le nomme. On sait qu'on fait, c'est notre job. Vous dire ce qui est bon. Et ça l'amenait à un excellent match qui a suivi de ce 4 contre 4-là. Fait que, écoute, 4 contre 4, c'est bien du monde. Fait qu'on voulait le nommer rapidement. Mais Briscoe, O'Reilly, Dante Martin et Monsieur Orange, du côté des gentils. Et du côté des méchants, un genre de ramassis de 2 clans. Fait que Takeshita, Carl Fletcher, Roderick Strong et Zack Sabre Jr., même de 3 clans. Tu rentres Zack et tout. Avec Ringside, Matt Taven et Mike Bennett. Fait que, en gros, les méchants contre les gentils. Puis Zack Sabre Jr., ben, il s'en va contre Orange, fait qu'il faut commencer à construire quelque chose. Exactement. On rentre là-dedans et tout, dans ce match. Même au début, là, quand tout le monde, c'était les 4 sont contre 4, tout le monde se rentre dedans. T'as juste Orange Cassidy qui attaque pas vraiment. Puis là, t'as Zack Sabre Jr. Je disais la semaine passée, que Sabre Jr. est capable d'avoir un timing comique, mais on commence à le voir un peu là, où là, finalement, ben, Orange Cassidy a pris le temps d'installer ses affaires, puis lui, on commence à se battre. Fait que j'ai vraiment trouvé ça très bon, très drôle. Puis le match comme tel est super bon aussi, là. T'as noté une grosse séquence juste avant la pause. Ouais, juste avant la pause. Je pas. C'est très rythmé, là. C'est genre vraiment un fast-pace. Là, fait que, un rythme rapide de ce match-là, rempli d'action. Il y a du monde qui sort vers l'extérieur, du monde qui rentre dans le ring, qui se font des mouvements, puis genre ça s'enchaîne. Fait que c'était ça même, en fait, pas mal tout le match, là, mais particulièrement la séquence juste avant la pause, parce que souvent on la voit pas non plus là. Dans les vidéos recap, on commence souvent le recap après la pause, mais si vous avez la chance de les regarder, ça s'est passé juste avant la pause, un petit 2 minutes avant, là, ça vaut la peine. C'est un très bon enchaînement de tout ça, et c'est au final c'est Orange qui gagne contre Strong dans un long match de 18 minutes quand même. Oui. Donc c'est un excellent match. Et après le match, on a Jack Perry qui est venu, genre, parce que c'était le seul qui était pas parmi ce gros match-là, mais qui était dans le match d'échelle qu'il va avoir à Forbidden Door pour la ceinture TNT. Donc, il décidé qu'il s'en venait, parce qu'il y avait pas mal tout le reste. Puis il a frappé Dante Martin dans le dos, ça rentre. Le pas fin. Le pas fin. Fait que est-ce que ça nous dit qu'il y a peut-être une future rivalité entre les deux, parce qu'on donne un peu plus de micro avec Dante. Fait que peut-être que Jack remportera ou Dante remportera la ceinture et se poursuivra dans les prochaines semaines. Peut-être. Cette rivalité-là entre les deux, parce que clairement, il s'attaque un peu plus. Parce qu'il y avait quand même du monde dans ce match-là. Mais il a décidé de viser Dante Martin. Et sinon, ça fait. Il y a eu la promo. Ah oui, une promo de signature de contrat entre Tony Storm et Mina Shirakawa. J'ai bien aimé, mais ça m'a pas marqué nécessairement. Ok, ben, tu sais, c'est là qu'on a comme un peu commencé à semer les graines de comme Mario May, tu devras décider, tu devras choisir. Ok, ouais, oui. Parce que Mario May tentait de rester comme la personne neutre et celle qui animait le tout de cette signature-là, mais là, Mina était très fâchée, elle a dit de se fermer la gueule à Mario May, Tony l'a pas pris, il a défendu Mario. On a vraiment cette dynamique-là de gentille Tony et méchante Mina. Et Mario, cependant, semble ne pas comprendre ça parce que fini au final ce segment-là dans les bras de Mina Shirakawa parce qu'il y a Saraya et son clan qui est venu intervenir et se battre contre tout ça, mais on a plus visé Tony Storm et on a passé Tony à travers la table et on a sauvé
Parce qu'elle allait s'attaquer à Maria May. Mais non, Tony a sauvé Maria. Ah! Fait que là, t'es comme, elle va peut-être aller. Mais non, Maria a décidé d'aller dans les totons de Lina Shirakawa. Parce que, hey, écoute, c'est vraiment une rivalité qui tourne autour des poitrines de tout le monde. Ah oui. Fait que difficile de ne pas en parler parce que c'est juste ça qu'ils font. C'est là, hein. Je veux dire, c'est même rendu ce des qu'ils nous mouvements présentent. de lutte. C'est même rendu des mouvements de lutte. Là. Ouais. On décide de faire une espèce au lieu de la Sting Bomb, ça va être la je sais pas quoi bomb, mais la même Tits chose. bomb. La Tits Bomb, je sais pas, mais gars. C'est ce qu'on nous vend maintenant. Fait que, clairement, écoute, je peux pas croire que c'est ce qu'il leur est demandé backstage, là. Surtout pas connaître l'environnement. Mais clairement, les filles veulent le mettre de l'avant. Fait que... Encore une fois, c'est peut-être quelque chose qui est installé à Stardom que nous, on n'est pas au courant. Pis... c'était installé à Stardom. Ça jouait vraiment sur la ligne de comme, tension sexuelle. C'est juste. On dirait c'est rare qu'on voit ça de nos jours. Quoique, on a eu l'annonce que la WWE ne sera plus restreinte lorsqu'elle sera sur Netflix. Donc, on va peut-être commencer à avoir c'est dangereux, à l'attitude era. C'est dangereux. Faire attention parce qu'on est... Faut pas que ça tombe dans le mauvais goût. C'est sûr. On est en 2020. On va être en 2025. Fait que là, on va faire attention quand même avec quel thème on met de l'avant, même s'il n'y a plus de restrictions. Il y a assurément une partie des fans qui rêveraient peut-être de revoir un peu ce moment bizarre de comment on mettait de l'avant le corps des femmes. Moi, un peu moins. Moi tout, là. Dans ce cas-ci, c'est vraiment sur la ligne parce que je trouve que toutes les lutteuses sont bonnes puis ils décident de le faire. Mais leur revenir à des concours de bikini, moi, c'est moins ma tasse de thé. Non, ça me ferait décrocher là, à 100%. Là, d'aller plus vers le Attitude Hero, d'enlever le PG pour aller donner du contenu plus adulte dans les promos, dans les quelque chose de plus gore peut-être, de plus hardcore. Ok, ça va, mais d'aller jouer avec le côté... Aller jouer avec un côté plus sexuel, ok, si ça donne quelque chose, ça rajoute à l'histoire, fine, c'est dans le personnage, mais de le faire pour le faire, juste parce qu'on peut le faire, non. Mais tu vois, dans cette confrontation-là, ça a le rapport à l'histoire. Puis exactement, c'est pour ça. Moi, je suis comme, déjà, c'est vraiment, entre ça puis me faire une meilleure histoire, plus claire. Moi, j'avais presque, j'ai plus apprécié Peruso contre Tony Storm. Avec l'histoire des tatous, l'histoire qu'on a rencontrée entre les deux, qui étaient des anciennes amies. Là, je me sentais plus impliqué que là, de la manière qu'on me vend cette espèce de Mario May va aller de quel côté. Faut qu'ils nous sortent un gros match de lutte, puis... ils vont le faire. Je pense qu'ils sont capables de le faire, oui, absolument. Fait qu'à voir pour la suite, mais écoute, c'est leur corps, fait qu'ils font bien aussi. Oui, absolument. Là, c'est pas nous autres de dicter ce qu'ils veulent bien faire, ce qu'ils font. On fait juste lever le petit flag. Faites attention. On n'est pas dans les années 90. Ouais, c'est ça. Soyez pas de mauvais goût. Merci. Exact. Soyez de bon goût. Ensuite, on a le match entre Pac et Claudio. Un bon match. C'est quand même une rencontre. C'est sûr que tu peux pas avoir deux gars super bons techniquement. Claudio a toujours tellement bien... c'est ça. Claudio travaille toujours très bien avec des lutteurs plus petits, surtout Pac, qui est compact et qui est capable lui aussi de travailler avec des plus gros. Fait que c'est juste deux... Le match est parfait. Fait que... bon match technique. Moi, je m'attendais à quelque chose de plus violent. Finalement, ça a quand même été technique dans ce que Claudio fait habituellement, finalement. Fait que je trouve que ça a bien closé la carte. Je suis pas certain de comprendre l'histoire, par exemple, dans le lien de tout le monde là-dedans. Mais... C'est vraiment un match pour faire un match. La lutte, c'est ça. Pour la lutte. Mais la fin, quand même, très originale avec à peu près 7, 8, 9, 10 même, peut-être, petit paquet tenté. Chacun de leur bord. Qui est retourné. Pour finalement qu'il y en ait un qui fonctionne. Fait que une fin technique. Et dans le fond, c'est ça, c'était pour avancer à la Owen Hart. Le tournoi c'était pour ça. C'était un match d'Owen Hart. Exact. Oui. Et on avait teasé tout le long qu'il était sur le même parcours de tableau, Bryan Danielson et Claudio. Fait qu'on était comme, on va peut-être en avoir un rematch de ce qu'on a eu à le tournoi continental. Mais non, finalement, Pac le remporte. Fait que là-dessus, j'ai trouvé bien ficelé avec les commentateurs parce qu'ils m'ont envoyé dans une direction, puis finalement, subtilement dans une direction, puis finalement, oh non, ça a été Pac. On va avoir un match Pac contre Bryan Danielson. S'il gagne, mais on va être certain que Bryan Danielson va gagner et se rendre plus loin dans le tournoi.
Ouais. Fait que, bon, encore une fois, un bon Dynamite. On était gâtés. Deux bons shows. Pendant que je déménage. Fait que un peu déçu, mais deux bons shows quand même. Pendant tout ça. Ben oui. Fait que c'est le fun pour nous. Ensuite, on enchaîne vers le SmackDown du 21 juin. On ouvre le SmackDown du 21 juin avec Punk. Ça fait longtemps qu'on n'a pas ouvert une carte avec la chanson de Punk qui arrive. On est à Chicago, tu sais. On est à Chicago, fait qu'on a comme pas le choix, là, c'est exactement. Ouais. Puis, il est content d'être là. Des insultes à Drew, parce qu'il est en feud avec Drew, bien évidemment. Et c'est Paul Heyman qui arrive. Paul Heyman qui est encore, qu'on le sent encore ébranlé, on le sent encore sur le bord des larmes, on le sent. Il a peur. Il va aller chercher du réconfort en Punk. T'sais, il va lui dire t'es mon meilleur ami, t'étais assis avec mes enfants au Hall of Fame, il se donne un gros câlin. Paul qui pleure, qui lui dit que tu devrais t'en aller, qui continue à jouer un peu comme il l'a fait avec Kevin Owens il y a 2 semaines. Reste pas dans le ring, le Bloodline va venir te péter. Fait que, est-ce que ça renforce le fait que Paul Heyman a peur ou ça renforce le fait que Paul Heyman tire les ficelles? Je sais pas où aller. C'est toi qui as soulevé ce point-là il y a 2 semaines quand on a parlé avec le segment avec Kevin Owens. Puis depuis ce temps-là, ça me reste dans la tête de faire comme, est-ce qu'il joue la comédie pour de vrai ou il a vraiment peur? Je sais pas. C'est sûr, on voit des segments backstage où Solo va menacer Paul Heyman. Et Paul Heyman qui a comme pas le choix de le acknowledge comme la head of the table. Fait que je sais pas à quel point il joue la comédie dans ce qui nous est présenté, là, dans ce qu'on voit à la télé. Mais j'aime vraiment ça, de la façon que ça a été fait. Puis de les voir ensemble dans le ring, ça doit faire 11 ans qu'on les avait pas vus ensemble à la télévision de la WWE. Fait que les voir ensemble, ça te donne un beau callback, un beau flashback. Puis l'original Paul Heyman guy, c'est CM Punk. Fait que c'est bien le fun de les voir ensemble. Finalement, c'est Solo et son clan qui arrive pour donner une volée à Paul, fait que à Punk. Paul avait raison, il avait averti son ami, vite votant. Et c'est Cody Rhodes qui arrive avec un bat de baseball pour aider son ami CM Punk. Je suis pas sûr de comprendre exactement pourquoi il le défendre là, mais ça fait peur à tout le monde. Et ça met bien en place comment on va finir l'épisode. J'étais très excité de la façon que ça s'est terminé. Fait que gros segment avec Punk et Paul Heyman. Fait que j'ai bien aimé ça. Après ce segment-là, on a comme dessiné un match entre les deux clans. Mais là, il s'est passé quelque chose à l'intérieur de ce SmackDown-là. Oui, c'est ça exactement. On n'avait pas prévu. Parce que là, maintenant, on vient d'une pause, là, une fenêtre. On capote. Là, il y a comme une porte de garage qui ouvre. Puis il y a Punk en sang, mais beaucoup en sang, là, genre pas PG en sang, là. Attitude Era en sang, tout pété, et au-dessus de lui, Drew McIntyre. Qui avait quitté. On n'a même pas parlé lundi, il avait quitté lundi, mais on n'a pas parlé parce qu'il revient avant qu'on fasse un retour, fait que là, il n'est pas quitté, finalement. Il a quitté pour une journée, et vient attaquer. Félicitations à Elisabeth, qui m'avait écrit pour dire... Juste avant le show, mon nez me dit que comme Punk, on est à Chicago, Drew va prendre sa vengeance. Le Punk est venu le casser à Scotland. Boom. Exact. Il prend Punk sur ses épaules. Ça le transporte à travers le gorilla, le drop à terre, ça rentre, checker c'est qui votre héros. Prend un bracelet qui reviendra à l'épisode de Raw lundi. Le Punk et quitte. Sur le bracelet, c'est écrit AJ et Larry, son chien, et sa femme. C'est pas fin, ça. C'est vraiment pas fin. Il part avec ça. Fait que, écoute, ça va... c'est ça, un Punk tout en sang. Je pense que... Écoute, là, je mixe des trucs, mais j'aurais peut-être trouvé ça intéressant qu'on sache pas que c'est Drew tout de suite. Qu'on trouve Punk mort en arrière, puis qu'on fasse « Oh, c'est-tu la Wyatt Sick? » qui vient d'arriver à SmackDown pour attaquer quelque chose, et que là, 1 ou 2 pauses plus tard, on voit Drew McIntyre qui arrive avec genre... Ou on voit une caméra de sécurité, qu'on voit que c'est Drew. Tu sais, quelque chose qui fait que, pour qu'on ait un petit teaser à l'intérieur de l'épisode, de « Oh, c'est-tu la Wyatt Sick? Pourquoi il attaque Punk? » Puis les... En tout cas, je pense que j'aurais construit ça, le scénaristique. Peut-être qu'eux, de leur côté, étaient comme on voulait pas mélanger les affaires.
Mais je trouvais que c'était comme même une bonne occasion parce qu'il était quand même maquillé comme un peu Chad Gable s'était fait détruire. Ouais. Puis J'aime de ça. faire le misdirection, puis finalement c'est Drew qui l'avait détruit, j'aurais trouvé ça. On aurait peut-être aussi pu l'étirer sur plus qu'un SmackDown, là, tu sais. Peut-être aussi. Pour, tu sais, justement, on le laisse dans le doute, puis qui a attaqué Punk, puis là, on laisse Internet être Internet et spéculer. Mais on a eu le payoff tout de suite. Tout de Ça suite. a pas pris de temps, une seconde après qu'on ait vu Punk. J'ai aimé ça. J'ai vraiment aimé ça. Puis après ça, c'est Cody Rhodes qui. Là, on comprend pourquoi il était dans le ring. C'est pas capable d'installer ça. Là. C'est Cody Rhodes qui fait juste aller voir ses amis, Kevin Owens et Randy Orton. Faire comme là, quelqu'un qui doit se battre contre Solo. Puis là, ben, c'est Kevin Owens qui finalement va main eventer le SmackDown et se battre contre Solo. C'est quoi? Et va arriver ce qui va arriver à la fin. Avant tout ça, par contre, Orton n'a pas pu se battre parce que il se battait contre Tama Tonga et Carmelo Hayes pour un match de qualification pour le Money in the Banks. Et j'ai bien aimé un petit match super le fun. Ce que j'ai aimé, c'est vraiment quelques beaux spots où Randy Orton, clairement, est vraiment au-dessus de la ligne. Il contrôle le match. Tama Tonga a quelques beaux spots, mais c'est vraiment Randy Orton qu'on fait comme OK, il va gagner ça quand même facilement. Et c'est Carmelo Hayes, finalement. En fait, c'est Tanga Loa qui vient aider son frère Tama Tonga et Randy Orton qui est sur le bord, puis qui est comme hey, va te faire ton rapport dans le match, puis Carmelo Hayes qui fait la prise du petit paquet et qui gagne. Une victoire que je m'attendais vraiment pas à voir là. Mais Carmelo Hayes dans un match d'échelle, ça va être insane. Fait que je pense qu'il fit quand même très bien dans ce genre de match-là. Je pense pas qu'il gagne le briefcase, la valise, mais il va sûrement bien paraître quand même. Je commence à re-aimer ce que peut-être... C'est des vagues, up and down. Mais non, regarde. Il commence. Ben, c'est ça. Mais sa job, c'est d'apprendre à l'aimer. Il commence à me faire apprendre à l'aimer, si cette phrase-là fait de l'allure. Vous comprenez ce que je veux dire. Fait que, beau petit match, pas trop long. Un triple menace, super intéressant. Puis, Tama Tonga qui paraît toujours bien. Carmelo qui a bien paru, Randy Orton qui est toujours parfait, donc ça vaut vraiment la peine d'aller voir ce petit match-là, surtout aussi pour voir Carmelo, il est très content de gagner à la fin. Puis tout ça pour le gros pop, mon pop de la semaine, puis c'est pas peu dire, non, c'est pas vrai, ça peut pas être mon pop de la semaine avec l'arrivée du Wyatt Six, on est quoi la même semaine? Ouais, deuxième pop de la semaine. Hey, de retour par-dessus arrivée, par-dessus tout ça. Si vous le connaissez pas, allez googler. Il s'appelle Jacob Fatu. C'est le cousin des Usos. C'est le meilleur qui est à la New Japan, selon moi aussi. Ouais, ben en fait, il a été un peu à la New Japan, oui, mais il a surtout rodé alentour de la MLW. Et même qu'il y avait un gros contrat, c'est le seul et le premier, un des premiers gros contrats là, de 3 ou 4 ans qui avait été signé, avec quand même pas mal d'argent de M. Jacob Fatu. C'est celui de la Bloodline qu'on voulait le plus. Je pense que oui. Au niveau in-ring, c'est le seul qui est pas là et qui impressionnant. Il serait le fun. Là. Allez voir, tapez Jacob Fatu highlight, là, vous allez voir des affaires incroyables. Il a perdu un peu de poids, donc il s'est pas, j'avais pas remis en forme. Il n'est pas remis en forme, il a toujours été en forme, il a juste ajouté de la masse musculaire, il a perdu un peu de tissu un petit peu. Je pense que c'est ce que la WWE demande pour avoir une apparition. Là. Je pense, regarde, je suis pas là pour juger, là. Moi je suis un peu contre ça, mais regarde, il avait de l'air bien, il avait de l'air en forme. Jacob Fatu, qui est un Samoan, qui est le cousin des Usos. Donc, à la fin du match contre Solo et contre Kevin Owens, il y a l'intervention du Bloodline qui viennent péter Kevin Owens, mais il y a Randy Orton et Cody Rhodes qui viennent l'aider. Finalement, les trois, Cody, Randy et Kevin Owens, se retrouvent dans un coin pour comme être par-dessus Solo, qui est comme « Oh mon Dieu, je vais me faire péter la gueule ». Et c'est Jacob Fatu qui vient sauver les meubles, qui vient péter complètement tout le monde, qui paraît super bien. Et on finit ce SmackDown-là avec le Bloodline, les 4 membres Samoan bandits qui acknowledge. Un autre bandit dans le clan des bandits. Et un autre bandit. Et Paul Heyman qui semblait surpris de tout ça, parce que Solo, lui, clairement, il a pas dit. Avant le match, il était comme « Ça va se passer, un plan. » Et même quand il est dans le coin, puis il est comme « Attaque-moi pas », tu vois dans son regard qu'il est confiant. C'est ça, il sait. Là. Il sait que le backup s'en vient, il est en chemin.
Fait que, non, il était une grosse arrivée. Effectivement, on sent le début pour vrai de comme le road à SummerSlam. Là. Là, c'est parti, les retours arrivent, les matchs le fun, tout le monde qui devait arriver pour avoir des matchs à SummerSlam arrive cette semaine. Et on va voir ça va nous emmener où. Mais clairement, en tout cas, est-ce qu'on va mettre Solo dans. Tu sais, il est autour de Cody, fait que si on s'enligne pour SummerSlam? Un solo contre Cody, puis là, qu'est-ce que Reigns va faire à tout ça? Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va être là? Je sais pas. Oh, mais... Je sais pas. Je sais pas. Roman Reigns, quand il va revenir, il va être clairement un gros face. Est-ce qu'il va être capable de reprendre le contrôle du Bloodline? Est-ce qu'il va rebâtir un nouveau stable alentour? Est-ce qu'il va être seul? Paul Heyman va se rallier de quel côté? On le sait pas. C'est ce qui est le fun quand on nous raconte une histoire puis on sait pas comment ça va finir puis on peut pas voir où ça va finir parce que c'est bien fait. Habituellement. Parce que des fois, il y a des histoires qui sont un peu de la boîte puis c'est parce qu'on ne care pas d'où ça va finir, mais celle-là, c'est le fun. Puis de voir finalement le Roman Reigns face que Vince McMahon veut voir depuis le dernier 10 ans. On va finalement l'avoir. J'ai bien hâte à SummerSlam pour voir tout ça puis où ça va s'en aller après. Jusqu'à Survivor Series. Fait que. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez. Excuse-moi, Bloodline contre Bloodline à Survivor Series. Ça fait une couple de fois qu'on en parle, mais ça pourrait être très bon. Ça va être le fun. Fait que, dites-nous qu'est-ce que vous avez pensé de ce retour de M. Fatou, si vous le connaissez. Dites-nous, vous l'avez vu, c'est quoi, qu'est-ce que vous préférez de cet ajout à cette nouvelle Bloodline de bandits. Et nous, on va poursuivre notre retour sur cette semaine pour le Collision du 22 juin. On a eu moi, j'ai bien aimé. Un excellent match Lady Frost. Lady Frost, là, il a été revenu là, Hirsch. Encore une fois, c'est ça, un coup-ci pour ça. Mais Lady Frost, selon moi, elle vole le match. Et ils sont les deux opposés à Toni Storm et Maria May. Ouais. Et encore une fois, on continue de décrire un peu cette histoire-là, Toni et Maria. Un bon match. Et encore une fois, à l'intérieur du match, on a un moment où Toni sauve Maria pour recevoir un genre de finisher. Et tu sais, on continue de faire que Toni, elle aime bien Maria. Ah oui. Elle veut le bien pour elle. Et Maria en bénéficie. Est-ce que ce sera au détriment de Toni ou Maria va choisir Toni? On va voir. C'était très bon. Lady Frost, là, comme on vous le dit, ça fait 2 fois qu'on la voit, puis les 2 fois, elle est highlightée dans notre retour parce qu'elle est très très bonne dans le ring. Elle fait un genre de flip, là, comme la Dana Brooke faisait dans le temps, comme Tiffany Stratton fait, où eux vont juste finir comme un genre de dos dans le coin, mais elle a fini en senton. Fait qu'elle rajoute comme un flip dans la flip. C'est super, 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 super beau. Là. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir ce que Lady Frost fait dans ce match-là pour l'histoire qu'elle est racontée avec Toni Storm et Maria May. Puis si vous connaissez pas Lady Frost, ça vaut la peine vraiment d'aller voir ça. On termine ça avec un double hip attack. Avec les deux de chaque côté, yes sûr, il va les deux. Pour que les deux rentrent dans le coin, double hip attack et gagnent la victoire là-dessus. Fait que j'ai bien aimé ça. Ça faisait un petit peu avancer l'histoire. Puis en plus, c'était un bon match de lutte. Puis quelqu'un qu'on voit pas souvent. Et division féminine également, on était très critiques, mais là, tranquillement pas vite, des bonnes on bâtit quelque chose tranquillement, là, je veux dire. Ouais. Quand Athena va perdre sa ceinture en Ring of Honor, puis elle va monter, ça aussi, là, ça va changer le landscape là, de la division féminine, de la All Elite, si elle le veut, si elle le désire, bien évidemment. Que, j'espère que ça va bien aller de ce côté-là. Moi, c'est pas un match, là, parce que... Ben oui, c'est un match, mais... Ben c'est le highlight du match, ça fait partie du match, mais ça n'a pas lutté. En fait, c'est Christian Cage avec Luthazor, Killswitch et Nick Wayne qui vont aller, qui se battent en trio, mais Christian Cage se rend pas jusqu'au ring. Il laisse Luthazor et Nick Wayne se rendre jusqu'au ring et il dit j'ai pleinement confiance en eux. Ils vont être capables de battre cette équipe-là. On est le meilleur trio à l'All Elite. Il n'y a pas de problème. Ça va être facile. Comme de fait, ben oui, c'est facile. C'est super facile parce que Luthazor et Nick Wayne, qui est complètement anéanti. Je pense que c'est le Premier Elite, Premier Athlete. Puis, c'est Cage qui finalement fait comme, tassez-vous les gars. C'est moi qui va gagner le pin parce que je suis le patriarche. C'est moi,
votre père tout-puissant. Fait que j'ai vraiment aimé ça. J'aurais jamais pensé à ce genre d'idée-là, puis ça fonctionne super bien avec le personnage de Christian Cage. Fait que j'adore ça, ça m'a vraiment fait rire. Puis on continue à bâtir le face turn de Luthazor contre Christian Cage, qui va peut-être jamais se passer, mais on nous laisse quand même des petites graines que peut-être ça peut se passer, puis ça fait comme 2 ans qu'on bâtit ça. J'adore ça. Ouais, on va voir. Et c'était pas Premium Athlete, ça s'appelait Boulder of Bronson. Ok, c'est encore plus en dessous. C'est ça. C'est des jobbers de trio. Clairement, on veut augmenter un peu la fiche de ce trio parce que on construit un peu. Moi, je sens Tony Khan nous amène un tournoi trio dans pas longtemps. Je pense que oui. Il y a de plus en plus de trios là, partout. Là. Ouais. Vraiment, il y aura un tournoi de trio dans pas dont longtemps. Premier Athletes, qui était un duo, mais qui sont rendus un trio là, avec Josh Wood qui s'est greffé à eux. Donc, Exact. Fait que, à voir, ça en va où, mais mon nez de sommelier me dit que t'attendez-vous à un tournoi de trio. Exactement. Puis on finit cette belle carte-là avec mon Osprey de la semaine, c'est le mien. Je sais pas si c'est le tien aussi, mais c'est contre Brian. C'est contre Brian Cage. Brian Cage qui aurait signé il y a pas si longtemps. Donc je pense qu'on lui donne de belles opportunités de lutter en simple, même s'il fait partie du trio Cage of Agony. Brian Cage qui, je comprends pas ce lutteur-là, nous sort des beaux matchs comme ça, puis des fois est plate à regarder lutter. Et cette fois-là, ça a été vraiment excellent. Bon, c'est sûr que c'est contre Will Ospreay. Un balai pourrait bien paraître contre Will Ospreay dans le ring. Puis un balai physique, là, c'est pas une insulte à un mauvais lutteur, c'est littéralement un vrai balai. Là, contre Ospreay paraît très bien. Si un jour je veux un match 4 étoiles, c'est ma seule manière de m'y rendre. Oui, exactement. Un match avec Will Ospreay. Ouais, exactement. Fait que, puis c'est un match 4 étoiles contre Brian Cage, que moi j'ai vu là. Ils ont fait tous les moves possibles, un gros pace, ça a revolé, des gros spots, un spot fest en simple, c'est très rare. Je pense qu'on en a vu un là avec Brian Cage. Brian Cage utilise sa force. Mais long match quand même, malgré, tu sais, c'est 17 minutes encore, puis c'est rare qu'on voit Cage avec des matchs aussi puis il suit très très bien la force de Cage contre l'agilité de Ospreay. J'ai vraiment tout aimé. Il y a des gros spots comme Brian Cage qui fait un genre qui est sur la deuxième corde, qui prend Ospreay, qui fait un spinning powerbomb. Power Slam, excuse-moi, sur Ospreay. Il y a eu un suplex sur Ospreay de la part de Cage, mais Ospreay qui se relève tout de suite, qui fait un Hidden Blade. Le rythme a toujours été ça, c'est contrer pour contrer. On contre un move d'agilité avec la force, on contre la force avec un move d'agilité. Ça a été l'histoire qui est racontée dans ce match-là. Allez le voir. Juste allez voir ce match-là, c'est un 17 minutes qui vaut vraiment la peine. Si cette semaine vous avez un match à regarder, je pense que c'est celui-là. Puis si vous avez des segments à regarder, il y en a plein. Fait que des promos, ça, il y en a plein cette semaine. Aussi. Fait que c'était le cas des jeunes. Et comme on enregistre après le 24 juin, ben on va faire également le retour du Raw du 24 juin. Qui se voulait un peu aussi la suite de On s'en va vers où, avec ce qu'on a quand même essayé des grosses choses lors de ce dernier épisode. Et une des choses qu'on avait installées, c'était ce qui est mort. Ce qui est mort, Chad Gable. Finalement, non, il était pas mort. On l'a dit sur Twitter, il était pas mort à avoir un match. Sauf qu'il arrive entouré de sécurité. Ouais, puis il y a de la sécurité. Il y a de la sécurité autour du ring. Tout le monde est protégé de sécurité. Cassé. T'sais, on veut pas que la Wyatt Sig vienne tuer du monde encore une fois. On veut leur faire très mal. Et tu sens Gable un peu traumatisé. Il veut pas que la caméra le regarde. Il cache un peu sa blessure qu'il a dans le front. Il s'est fait attaquer. Et lorsqu'il passe devant les trucks de compagnie, je sais pas si tu as remarqué, bien centré dans le milieu, on a Alexa Bliss. Alexa Bliss. J'ai bien vu ça. De Playground Alexa, qui regarde, mais tu sais, c'est un truck. C'est une image qui bouge pas, mais elle a l'air de regarder un peu Chad pendant qu'il passe. Et on suit plus de Chad, on reste fixé un peu avant que le segment se termine sur Alexa. Fait que d'après moi, on voulait commencer à installer. D'après moi, Alexa, elle sait pas de quelle manière, elle va avoir un rôle à jouer à travers tout ça. Et là, encore une fois, mon nez de sommelier, je sais pas si tu as remarqué, c'est beaucoup plus le symbole plus tôt qu'on voit présentement. Parce qu'on a eu des packages, des vidéos de retour à SmackDown, également au début de ce Raw-là, pour expliquer qu'est-ce qui allait se passer, qu'est-ce qui s'est passé en fait lors de leur arrivée. Puis lors des vidéos, ben, c'était comme une manière d'expliquer un peu si les gens n'avaient pas compris
que les personnages sont arrivés, c'est les marionnettes parce qu'on mettait une photo superposée du personnage humain avec la photo de la marionnette. Ça vient confirmer ma théorie que j'avais, qui était presque confirmée que leur arrivée, mais là, clairement, on le confirme dans notre vidéo package. Fait que ça, c'est les esprits des marionnettes. Donc, les marionnettes représentaient quoi dans le Firefly Funhouse? Représentaient un peu les démons internes de Bray Wyatt. Fait que le fait qu'Oscar c'était le fait qu'on le traitait de gros, qu'on disait pas qu'il était en shape. Fait qu'on l'a interprété par un petit cochon qui mange. Rablin Rabbit, c'est un peu le gars qui fait des promos, qui fait juste parler. Que souvent, quand il était Bray Wyatt, ben, on le critiquait sur ça. Mercy, c'est le fait que un de ses lutteurs préférés était un gars pas super bien, qui était Monsieur Mercy, donc fin des années 90, et justement avait un peu une rage, tu sais, une espèce de rage en dedans de lui. Et finalement, Sister Abby ou The Witch Abby, c'était l'ancien personnage qui parlait beaucoup Bray Wyatt avant qu'il devienne le film, qui a été remis dans ce personnage-là. Fait que, fait que là, c'est les démons, mais c'est pas les démons. Tu sais, c'est comme pas Sister Abigail, selon moi. Là, je te dis mon histoire. Sister Abigail, pour moi, elle a brûlé lorsque Randy Orton a fait brûler le chalet. Ouais. Mais là, c'est le souvenir de Sister Abigail, de Bray, dans sa tête, qui a repris forme. Fait comme une version twistée de la première Sister Abigail. Oui, je suis d'accord. Fait que c'est ma petite analyse personnelle. Mais le symbole plus tôt apparaît juste en Uncle Howdy. Le Nightbird n'est plus là. Ah! Est-ce que ça fait... Parce que il était souvent soit un ou l'autre, puis des fois il était mis un sur l'autre. Est-ce que Howdy c'était le plus tôt, le petit symbole qui fait ça, le rond? Oui. Puis le oiseau, ça sera peut-être quelqu'un d'autre. Peut-être Alexa Bliss, je sais pas. Moi, peut-être. Je lance ça. Peut-être que les deux symboles qu'on voyait souvent, quand ils se forment ensemble, pour l'instant, on a juste un des deux symboles qui est arrivé dans la Wyatt. Où il y a un élément de chaque personnage, puis chaque temps on en voit juste un, mais c'est juste un. On n'a peut-être pas tous vu les symboles, ou peut-être qu'il manque encore des informations. Puis c'est peut-être un symbole représente une personne, un personnage. Tu sais, avec ce qu'ils ont fait, dans juste cette image-là, j'ai fait, peuvent pas faire ça si Alexa Bliss n'a pas rapport. Fait que j'ai hâte à son retour pour voir elle va être insérée dans où et vers quoi, mais j'aurais 2 pièces à mettre, je le mettrais autour de l'histoire de la Wyatt Sick. Ouais, puis dans pour continuer à faire du pouce là-dessus, pour continuer l'histoire un peu de Wyatt, là, quand t'en être dedans, dans ce Raw-là, c'est Chad Gable qui va se battre dans un match à triple menace pour se qualifier pour le Money in the Bank, donc contre Braun Strowman, encore une fois, et Bronson Reed, donc Big Bronson Reed, et c'est quand même Chad Gable qui va réussir à gagner ce match-là, mais à la fin du match, les lumières tombent, et la boucane qui sort du derrière du ring, et c'est Nikki Cross, donc Abby, le personnage d'Abby, celle qui moi me fait le plus peur parce que je suis pas heureux, qui vient donner, en fait qui vient juste faire peur à Chad, ou qui vient encore une fois le menacer, l'avertir, je sais pas trop exactement. Chad qui a peur, qui fait juste se sauver en courant, je sais pas exactement ce que ça voulait dire, mais Nikki Cross qui vient donner une boîte à Michael Cole. On va à la pause, et au retour de la boîte, Michael Cole ouvre cette boîte-là, puis il y a un chant « Open it! Open it! » Ça me fait bien rire, ce chant-là. Il ouvre la boîte à l'intérieur, c'est un VHS, et il explique aux jeunes qui l'écoutent ceci est une relique du passé. Donc, il y a des images sur ce VHS, donc on va aller voir, on va apporter ça dans le truck de production, voir si on est capable de trouver un lecteur VHS. C'était ça la quête de ce Raw-là. Vas-tu trouver un lecteur VHS pour faire jouer la cassette? C'est ça. Exactement. Fait que ça me fait bien rire. Fait que on continue cette histoire-là, un peu à coller avec. Et on a vu. Moi, j'ai. Oui. On a vu la cassette un peu plus tard dans le Raw. Et moi, j'ai bien aimé. Pour un peu terminer l'entièreté de tout ça. J'ai bien aimé cette promo de Bo Dallas, qui est en beau. Il est en beau ou il est en Taylor Rotunda, je sais pas. Il est en lui-même. Puis, Jazz se fait interviewer par lui-même en Uncle Howdy. Et là, toutes les phrases qui ont été nommées, c'est des phrases qu'on voyait dans les différents codes QR. Fait que, Are you happy? Commencer d'avoir un frère, la perte de ton frère, tout ça.
et avec des petits glitches dans tout ça, mais on a accusé également le fait de... tu penses pas que c'est d'exploiter l'héritage de ton frère, de continuer cette histoire-là? Fait Uncle Lottie pose cette question-là à Rotunda. On a été direct, là. Ils ont pas passé par 4 chemins, là. Il a été directement là-dedans. Là. Et ça, j'aime ça parce qu'on a tout de suite, comme les critiques que certaines pourraient avoir, ben, on les a tout de suite mis de l'avant, puis faire non. S'il y a une personne, tu sais, moi, avant, tout ça était planifié quand il était encore vivant, puis avant qu'il parte, moi, c'était ça le plan, puis tout s'en allait, puis de toute manière, je suis la personne sur Terre qui a probablement été le plus affectée par sa mort. Fait qu'il n'y a pas personne qui peut genre me dire que j'ai pas le droit de faire ça, là, tu sais. Et tu sais, une sensibilité, une belle... La ligne entre la fiction et la réalité est floue. J'ai bien aimé tout ça. J'ai hâte de voir si on va faire ce genre d'entrevue-là avec tout le monde du clan. Ah, c'est le personnage qui... soit Uncle Lottie qui interviewe tout le monde, ou l'humain, ou le personnage qui interviewe. Ouais. Fait que ça pourrait être intéressant à faire. Parce que j'ai l'impression, ben tu sais, Uncle Lottie, c'est celui qu'on avait le plus, on comprend un peu plus, mais tu sais, mettons Dexter Loomis. Tu sais, puis c'est un personnage aussi qui parlait pas, Dexter, là, tu sais. Fait que comment on va le faire interagir? Peut-être avec le petit crayon qui écrit, il va juste lui montrer des références. Ah, oui, c'est vrai. Mais tu sais, je trouverais ça intéressant de voir les motivations de tout le monde dans le clan, d'avoir rejoint la Wyatt Sick. Fait que bref, on voit où ça s'en va. Moi, je trouve que ça fonctionne présentement. Ouais, moi aussi. Dites-nous si vous pensez que vous n'êtes pas d'accord. Mais moi, je trouve que ça fonctionne pour nous présenter. Sinon, si on revient dans les matchs de lutte, pas juste les promos pour entourer la Wyatt. 2 matchs que t'as aimés? Oui, Ludwig Kaiser contre Braun Breaker qui est dans un genre de triangle amoureux de feud avec Sheamus. Et comme je disais plus tôt dans l'épisode, Sheamus qui est venu se venger. Donc, il y a eu un no-compete entre Kaiser et Breaker parce que Sheamus est venu intervenir. Le match est quand même très bon. Kaiser, je trouve qu'il pourrait se démarquer très facilement comme lutteur en simple. Je pense qu'il look, il y a un personnage clair. Puis, il y a une bonne lutte quand même. Là. Il est très, très capable de se débrouiller contre Breaker surtout. Et ça super bien paru. Encore une fois, Breaker qui montre qu'il est capable de s'adapter, de lutter contre vraiment n'importe qui, et ça paraît bien. Ce que j'ai trouvé très beau dans ce match-là, en fait, c'est à la fin, après le match, où Sheamus essaie de faire un powerbomb à Kaiser, donc il le lève dans les airs pour lui faire un powerbomb à l'extérieur du ring, et Breaker qui vient donner un powerbomb, un spear, mon Dieu, un spear dans le ventre pendant que Sheamus tenait Kaiser, les 3 tombent au sol, ça lookait, c'était violent. Fait que j'ai bien aimé ce match-là. Sinon, Lyra Valkyria contre Shayna Baszler contre Kairi Sane. Allez voir ce match-là. C'est pas le match le plus long, non, mais c'est un beau petit match qui roule super bien. Kairi Sane, je trouve que on voit très bien sa force dans ce match-là. Très athlétique, très high-flying, mais contrôle quand même très bien un peu le match. Même si je trouve que c'est Valkyria qui contrôle un peu le trafic, mais je pense que c'est elle qui était vraiment le pivot central de ce match-là. C'est elle qui l'a gagné. Lyra Valkyria, encore une fois, qui continue un peu comme Braun Breaker à nous montrer vraiment sa force, nous montrer qu'elle mérite d'être là, qu'elle est capable de lutter contre n'importe quelle bonne lutteuse, est capable d'être à ce niveau-là. Fait que je pense que Valkyria, avec la valise, je crois que ça pourrait être le fun, ça pourrait lui donner un beau push, ça pourrait être plaisant de la voir avec ça. Fait que Valkyria, je continue d'aimer vraiment ce qu'elle fait, le mérite. Une petite chouchou, là, une petite chouchou des sommeliers, parce vraiment. On l'aime vraiment beaucoup. Puis même, je pense avant même qu'elle fasse son début, c'est le match que j'avais fait un retour entre elle et Perez. Oui, absolument. Ben oui, c'est vrai. Commencé à la voir avant même qu'elle commence pour vrai. Fait que à date, elle n'a pas sorti de mauvais match. Non, elle n'a pas. C'est un sans faute, là. C'est un sans faute depuis qu'elle est là. Ouais. Et sinon, il y a une autre histoire un peu squelette qui était dans ce Raw-là, que j'ai bien apprécié. Qui m'a surpris, mais c'est Liv Morgan, un peu tout ce qui entoure tout ça, qui vient un peu demander à Dominique. Oh, Dominique, nanana. On voit encore une fois, on joue sur la ligne, mais tu vois, je trouve qu'on la joue mieux. Celle-là est mieux faite, elle est mieux placée. Ouais. La WWE, avec les photos, mais qu'on voit pas. Dominique a reçu des photos de coquine, probablement, de Liv Morgan. Peut-être. Et là, il montre à son clan, on la voit pas à la caméra, là, tout le monde fait des réactions de voyons donc. Surtout Carlito qui fait genre. Yeah, qui est comme content pour Dominique. Carlito, son timing comique est incroyable. Il est vraiment bon. Il est très bon. Il est comme rendu le R-Truth un peu, cette version-là de Judgment Day.
Et là, c'est ça, Liv qui demande de voir Dominique, tout ça. Elle l'appelle Daddy Dom. Maintenant, c'est rendu Daddy Dom. Et qui arrive pas, on a Zelina Vega qui arrive. Et là, j'ai trouvé, je sais pas si c'est d'accord, mais moi j'ai trouvé que c'était la meilleure promo que j'ai vue de Zelina Vega. Là. Elle était elle réagissait à ce que la foule disait, des bonnes lignes, des bons corps. Quelqu'un a dit, moi là, tu devrais plus t'occuper de ta ceinture que de chercher des Dirty D, là. Ouais, ça, là, c'est une quelle bonne ligne! Quelle ligne drôle! Ouais. Ah ouais. Mais tu sais, Zelina, quand elle était valet ou quand elle était là, gérante là, pour Andrade, faisait ce genre de promo-là. Elle était capable de faire ça. On dirait qu'on lui donnait plus l'occasion de parler et puis de donner un micro. Puis elle est excellente. Fait que oui, je suis content. Moi aussi, j'avais vraiment aimé, cette promo-là de faire comme, OK, c'est ça, Zelina est là pour ça. Elle est capable de faire ça. Fait que tant mieux. Je serais bien content. Mais... Fait qu'on construit, tu sais, cette espèce de genre rivalité à travers celle de l'histoire qu'on raconte de Dominique. La NWO, Dominique avec son père, avec Liv, avec tout ça comme ça se rattache ensemble. Là, et là, une insulte qu'elle donne à Liv, c'est qu'elle est la sloppy seconds. En parlant de la deuxième personne qui a Dominique, disons. Fait que là, la foule a fait même un check de ça, sloppy second. Second. Fait que t'avais tout quand t'es capable de faire crier un chant que t'inventes. Parce que c'est un bon MJF, c'est le roi de tout ça. Mais tu sais, Zelina était très fort. Et qui arrive pas, ça, dans un surpris? Dominique qui arrive. Il n'y a pas rapport. Même il se faisait appeler au début. Il vient faire son Dominique. Là, de plus en plus clair, là. Qui vient, qu'est-ce qui se passe? Il essaie de parler comme depuis le début, il essaie de parler, la foule ne laisse pas parler. Ben non. C'est un peu long, c'est un peu... Puis finalement, c'est Liv qui attaque Zelina. Ben oui, mais qui en profite parce que là, Zelina... Et ça, fait que là, il aide encore une fois Liv Morgan. Si tu voulu, si tu pas vrai, de plus en plus... Ça semble voulu, là. Ça semble, on la joue comme si... Mais ça s'en va vers là, Puis il y a toujours un Finn, c'est pas clair non plus, le Finn est comme là-dedans... Finn dit qu'il essaye d'aider Dom, mais il avait volé la clé de l'hôtel. Il y avait... Là, on a vu Liv, pendant cet épisode-là, sortir du locker room de Judgment Day. Puis dans le locker room, c'était juste Finn qui était là. Fait que tout quelque chose de weird qui se tourne autour de ça. Vraiment. Puis là, c'est ça. Puis là, Monsieur Papa Mysterio arrive. Elle s'est allée séparer parce que lui, il est comme lié avec la LWO à Zelina. Fait que là, pogne Liv. Et là, ça, pogne Liv pour l'enlever. Fait que là, Liv pas contente de se faire empêcher de battre Zelina. Puis là, Dom, il switch quelque chose dans sa tête, pousse son papa. Et là, j'ai jamais vu Liv Morgan aussi heureuse de voir quelqu'un la défendre comme ça. Elle était prête à tout, je suis sûr, à ce moment-là. Dominique avait gagné une free pass avec Liv en faisant ça. Et elle quitte contente. Et Dominique quitte, pas content, fâché. Mais là, tu sais, l'angle, il aime vraiment pas son papa. C'est peut-être juste ça. Mais peut-être qu'il y a aussi un peu de... commence de tomber dans les griffes, là, tu sais. Ça me fait penser un peu à Anakin Skywalker qui commence à tomber de mon côté, là. Tranquillement, pas vite, là. Liv Morgan, c'est Darth Sidious. Ouais, Palpatine. C'est Palpatine, fait que... Mais là, j'aime aussi tout ce que Liv fait aussi un peu... Comme, elle fait ça avec Dom, mais tout ce qu'elle fait aussi, va aller chercher le match de Dom contre Mysterio, contre Ray. Elle va aller chercher le match qui va finir cette carte-là, la ceinture. Fait que t'as même un Miz qui a commencé au commentaire. Puis là, il voit un segment où R-Truth est comme « Hey, merci, on a une chance... Merci beaucoup. Puis là, il pense que c'est ça fait un peu manipuler, c'est ça. Ça fait un peu manipuler par Liv. Écoute, elle joue bien ses cartes. Il y a le match et finalement, le match arrive. Et c'est tout le segment, c'est tout le Raw c'est le squelette de ce Raw-là. Parce que elle arrive pour comme... Faire quoi? Elle vient genre, hey, donne-moi un câlin, genre, parce que je suis content que tu aies accepté ma position R-Truth. R-Truth s'exécute. Et là, elle en profite pour backlaw, coup de gorge, une corde dans la gorge. R-Truth qui se fait surprendre et là ça l'enchaîne les finishers entre Finn et JD McDonough qui remportent leur ceinture. Fait que là, ça donne des arguments là, de plus en plus pour que Liv réintègre le Judgment Day. Là. Et on est à pas grand chose. Là. Si Priest s'en va, puis Liv rentre, mais là, c'est tout ça. Là. Fait que là, d'après moi, en tout cas, avec comment tout ça se construit,
l'impression que Priest s'en va, Liv en profite pour faire son putsch, son coup d'état, et prend le contrôle de Judgment Day parce que, à part Priest, tout le monde est rendu à avoir. Tout le monde en doit une à Liv un peu. Ouais, exactement. Mais là, lorsque ça sera concrétisé, j'ai l'impression que la semaine suivante, Rhea. on aura le retour de Rhea qui va venir faire. Qu'est-ce qui se passe, mes beaux petits boys? Ouais. Qu'est-ce qui arrive, là? Comment ben, ça, c'est c'est voir rendu les gars. elle qui gère mon clan? C'est ça. Ben là, les gars vont se ranger de quel bord. Exact. Mais tellement une bonne histoire racontée là, ouais. sur le long terme. Autant je m'en connais ça au début que là, j'aime ça. Ah, c'est bon. C'est très très bon. Ça fait. C'est de la bonne. C'est vraiment de la très bonne écriture. Ce qu'on nous vend du côté de la WWE. Avec plusieurs histoires, mais celle-là en particulier. Là, je pense que c'est un des moments après Mania le plus fort que j'ai vu, moi, de ma vie. Ouais. De tout, là, il y a beaucoup de bonnes storylines. D'habitude, là, on perd rapidement l'intérêt après Mania parce qu'on tombe dans ce un peu cafouillis là. On n'a pas assez proche. On fait les histoires. On a eu un draft qui a tout brassé des affaires qui étaient intéressantes, des storylines le fun, les codes QR, des retours là qui se passent qu'on n'attendait pas, qu'on attendait, qu'on savait pas. Fait, non, Et puis avec les citrons que la vie nous donnait, avec les blessures qu'on recevait, on a fait de la très bonne limonade pour vrai. Absolument. Parce que c'est ça que tu sais, le fait que Liv est aussi présente dans cette histoire-là, c'est que Rhea se blesse. Rhea se blesse. Si Rhea se blesse pas, on n'a pas là, toute cette histoire-là qui est quand même majeure présentement dans les Raw. Fait que vraiment chapeau à Triple H et l'équipe créative qui écrit ça parce que on fait vraiment quelque chose de très intéressant au lieu de juste s'apitoyer sur notre sort pour faire là, le plan que j'avais au début, il marche plus. Comme on a vu trop souvent dans le passé à WWE faire. Ou qu'on voit présentement à All Elite où où Tony fait comme ben moi c'est ça que je veux faire, c'est ça que je vais continuer à faire quand même. On est souvent une blessure de tout foutre en l'air les plats de tout le monde, alors que là, ben il y a eu une blessure ultra grosse et on a plus de fun, je pense, que s'il n'y avait pas eu la blessure. Ben, c'est ça le power d'un bon booker, c'est d'être capable de s'adapter et d'être capable de faire quelque chose de le fun avec peu importe ce qui lui est donné. Puis je pense que Papa Paul le fait très bien. Fait que tant mieux pour la WWE qui, moi, est en train de regagner mon cœur. Hein. Je suis en train de plus apprécier maintenant les Raw et les SmackDown que les All Elite et Collision. Pour la lutte, ça va quand même être mon All Elite qui est dans mon cœur parce que j'aime cette lutte-là. Mais pour les histoires, puis on s'entend, si c'est de la lutte, juste avec de la lutte sans histoire, même si la lutte est bonne, on gagne pas intérêt, on perd même l'intérêt. Et si vous allez revoir notre épisode 0, l'épisode un peu genèse de ça, on répond à cette question-là. Et c'est ce que je dis, moi. Je fais comme, la lutte, oui, à All Elite, mais la WWE est tellement là depuis longtemps qu'elle trouve toujours une manière de quand elle redevient pertinente, je sais pas, il y a de la magie qui se passe à l'interne, puis ça redevient incroyable. Tu sais, ça fait pas si longtemps, ça fait 7-8 mois, puis moi, à ce moment-là, j'étais 100% All Elite, puis j'étais pas tant dans la WWE, même j'ai recommencé à l'écouter parce que les sommeliers, puis ben, je pense que c'est la plus belle chose que la vie m'a pas offert. Ah, c'est beau. Fait que si on est la plus belle chose que la vie vous a pas offert, ben likez cet épisode-là, parce que c'est notre retour cette semaine. Et écoute, on les fait, moi dans les boîtes, que vous voyez pas, parce que je les ai toutes tassées de mon champ. Mais il y en a, moi j'en vois beaucoup en ce moment. Et là, c'est ça, je vais en tout cas, le question, ben, on va revenir sur... Parce qu'il y a bien des affaires qui se passent. Fait que là, le prochain épisode, on peut pas revenir tout de suite sur Forbidden Door parce qu'on a le questionnaire de Money in the Bank. Le prochain épisode, c'est le preview, les prédictions et le questionnaire de Money in the Bank. Entre-temps, moi je suis dans le bois, je gère un déménagement. Il y a des... En tout cas, là, on est un peu les périodes de vacances. Soyez un tantinet conscient de nos vies qui sont chamboulées présentement. Et ça se peut qu'on soit pas aussi tight, mettons qu'on va l'être dans 2 semaines. Au niveau des posts, au niveau des affaires. Mais on fait de notre mieux. On fait de notre mieux. On a des jobs on the side. On a tout on the side. Donc, on continue quand même à essayer de vous garder les 2 épisodes par semaine. Ça, c'est bien. Puis des posts un peu par jour. Fait que c'est ça. Prochain épisode. Preview, prédiction, questionnaire de Money in the Bank. Et pour Forbidden Door, on va revenir dans la semaine qui suit après. Exactement. Soyez un peu patients. Soyez un peu patient, on va l'écouter, mais on va y revenir un peu plus tard, 1 semaine et demie plus tard. Exactement.
Fait que gros merci pour tout ça. On est très contents encore de faire ça. Puis comme toujours, ben, des likes, des trucs, allez nous suivre un peu partout. Et c'est ça, c'est ce qui termine cet épisode. C'était Max Perriard ainsi que Pierre Castonguay. pour les sommeliers de la lutte. Ciao, ciao, ciao. Bye!